Bonsoir chers téléspectateurs et surtout bienvenue à votre émission Plein Feu. Nous sommes encore là ce soir pour parler actualité et pas n'importe laquelle, celle de la République démocratique du Congo. Et comme vous savez, nous vous avions promis la fois passée que nous allions revenir aujourd'hui sur la sortie, le projet économique de sortie de crise économique, je vais dire, le projet de sortie de crise économique qu'a prôné Kamere, souvenez-vous, du point de presse que le vice-premier ministre chargé de l'économie a tenu avec le ministre de la Communication, où il a fait des grandes annonces, pratiquement pour réchauffer l'économie congolaise, comme si c'était vraiment l'homme qui manquait au gouvernement Fachi pour venir donner la dernière touche, alors la bonne, avant les élections, pour que les Congolais enfin mangent à leur faim et qu'on puisse même commencer à exporter. Nous allons vérifier ça, si c'est vraiment l'homme qu'il faut, M. Vital Kamerhe, ou peut-être il faut en attendre un autre. Bon, voilà. Mais avant cela, ça c'est le sujet de ce soir. Nous allons parler Kamerhe, nous allons disséquer son projet et nous allons voir si vraiment l'homme est la personne qu'il faut pour aider la République aujourd'hui à gérer ce projet après cette catastrophe qu'on a connue du projet du 100 jours. Et maintenant, nous allons d'abord dans le breaking news. Vous avez vu là en liminaire les images qu'on a montrées. Le président congolais, M. Félix Tshisekedi, est maintenant en Chine en train de, pour une visite en tout cas officielle, avec son homologue chinois, pour, en tout cas, on dit en gros, revisiter, pour parler de la revisitation du contrat chinois. Ben, j'aimerais peut-être, pour commencer, comme ça, ce n'est qu'un breaking news, que je vous présente d'abord, je ne sais plus même les présenter. J'ai notre consultant Gabi Kitoko à mes côtés. Bonsoir, monsieur Gabi Kitoko. Bonsoir, monsieur Véran. Ok, la journée, comment a été la journée? Oh, ben, ça fait du beau quand même ici en Angleterre Ah avec oui, le nous allons temps. vers l'été, Ouais, hein? ouais, Ça fait beau, il y a du soleil maintenant. nous sommes très contents Ouais. d'être au rendez-vous avec tous les téléspectateurs de Icana Télé, que nous les saluons. Mm. Oh, en tout cas, merci beaucoup. Euh, je m'en vais aussi de ce côté pour encore, vous avez remarqué que j'ai encore ma distinguée consoeur à mes côtés ce soir. En tout cas, je suis encore ravi une fois, Madame Gisèle Osambia, que je voudrais bien saluer, de t'avoir encore ce soir. Et je sais que je t'aurai toujours, et toujours encore sur ce plateau. Je te salue, Madame Gisèle Osambia. Bonsoir. Bonsoir Véran, et Yeah. le plaisir est partagé. Tout à fait. Et merci pour l'honneur que vous me faites de Mhm. m'inviter sur ce plateau. Merci aussi à mon frère, à mon compatriote, Papa Gabi Kitoko, hein, comme les gens ici l'appellent dans la communauté. Ah oui, nous sommes africains, tu Mais- as à faux entrer. Oui, mais malheureusement, nous sommes dans la déontologie. Malheureusement, nous, Tout on à fait. n'utilise pas Oui, le sur le nom plateau. papa et tout. Ouais, tout à fait. C'est ça. D'accord avec vous. C'est ça la déformation professionnelle. Ouais. Voilà. Donc, on a annoncé que nous sommes en train de démarrer cette émission avec cette information importante, avec notre président de la République qui s'est envolé vers la Chine et qui a conféré avec son homologue chinois pour des grands sujets à caractère économique et autres. Je voudrais d'abord me tourner auprès de M. Gabi Kitoko. Nous avons parlé à l'émission passée ici sur ce que nous avons dit en anglais, le shift. Le shift où le Congo semble maintenant se tourner vers d'autres partenaires pour négocier sa coopération et tout ça. Et nous voici aujourd'hui, on a parlé du ministre de la Défense qui est allé en Chine et quelques jours après, c'est le président de la République qui a suivi son ministre de la Défense. Donc, ça chauffe en Chine maintenant. Donc, le Congo a décidé de changer de fusil d'épaule. Qu'est-ce que vous en dites, M. Gabi Kitoko? Merci beaucoup. Depuis ma bord, nous saluons quand même ces déplacements du chef de l'État congolais en Chine qui cadre dans la recherche de chercher qui peut nous soutenir de la, euh, la reconstruction de notre État ou la reconstruction de notre pays. Bon, ce qui est vrai, même si
ce partenariat avec la Chine n'a jamais été un partenariat privilégié, comme nous l'avons toujours l'habitude au Congo ou les Zaïre à l'époque. Avec la si Chine. je me souviens, c'est avec les États-Unis. Oui. L'ancien ambassadeur des États-Unis au Congo, c'est lui qui chantait ça à chaque fois. Oui. Nous avons des relations privilégiées Oui. entre les États-Unis et la RDC. Mais les Congolais n'ont jamais senti cela, cet aspect privilégié là, oui. de la coopération. Oui. Allez-y, poursuivez oui. votre idée. Oui, mais il faut reconnaître que depuis le temps d'Isaïe, la Chine a été toujours aux côtés du Zaïre ou du Congo. Parce que la Chine nous a construit le palais du peuple, la Chine nous a construit le stade Martyr. C'est que la Chine, sa présence, Mobutu travaillait avec la Chine. Même si ce n'était pas un partenaire privilégié, mais la Chine a été toujours là. Mais ces déplacements, moi je crois que ça cadre dans cette perspective de redynamiser les accords qui existaient déjà. Mais on nous parle même de redynamiser justement le fameux contrat chinois qui a été signé lors du règne du président Kabila, Kanambe et autres. Est-ce que c'est de cela qu'il s'agit justement? Oui, il s'agit de cela. Moi, je pense que tous les Congolais avisés ont compris que cet accord-là n'a pas bénéficié les Congolais. Même si, à ce temps-là, les officiels du gouvernement congolais disaient que les Occidentaux n'aiment pas qu'il y ait coopération sud-sud et nous nous approchons des Chinois. Mais aujourd'hui, on donnait raison aux Occidentaux parce qu'il n'y a rien de justifié cet accord-là. On a ponctionné tous les minéraux du Congo sans que nous voyions en quoi ils ont fonctionné. Et c'est ce que les Congolais s'allient. Mais ici, j'ai suivi le président dire qu'il n'y a jamais eu les accords entre État et État. C'est maintenant que lui veut renégocier qui est accord État-État. Et ce qui existait avant, c'était quoi? Avec Kabila? Donc il y a un accord entre les privés. C'est ce qu'a dit le président quand il s'adressait aux Congolais en Chine. Et là, c'est trop grave. Nous savons qu'il y avait, et on a donné maintenant les marchés au privé. Alors, peut-être nous cherchons à bien comprendre pourquoi on ne peut pas quand même hypothéquer autant de minéraux de nos ressources naturelles au niveau des privés. Nous voulons bien savoir. L'IGF a fait un travail que nous saluons. Mais surtout si on voit l'ampleur de ce contrat chinois, même le FMI, on dit que le FMI avait trouvé ça scandaleux. Il a même rabaissé le montant que la Chine devait décaisser. Qui devait décaisser et qu'on trouvait même ridicule le niveau de la quantité de minerais que le Congo aussi offrait à la Chine. On estimait que c'est comme si c'était pas bien négocié. Bon, avant que je fasse la transition. Non seulement bien négocié, mais ce que nous avons remarqué, qu'il y avait une forme de balkanisation des carrés miniers. Vous vous rappelez les journalistes de TV5, l'Africain Focar, c'est son nom, qui était allé là où les Chinois ont chassé même les officiels congolais qui ne pouvaient pas aller là-bas parce que c'était les propriétés. Alors que nous étions bien au Congo, au Kivu. Alors, je crois très bien que si nous regardons partout là où on a exploité tous ces minéraux, nous ne pouvons même pas compter autant d'hôpitaux, autant d'écoles qu'on a construit avec ces contrats. D'accord avec vous, j'ai promis aux téléspectateurs que c'est un grand sujet qui fera l'objet de toute une émission. Notre plein feu du vendredi prochain sera sur ça. Peut-être que je vous donnerai encore la parole à ce sujet, mais ce n'est pas le sujet du jour. Madame Osambia, on dit que le président est allé bel et bien en Chine pour étudier les contours de la renégociation de ce fameux contrat chinois. Est-ce que tu as un mot à dire ou des chiffres avancés pour rappeler peut-être aux téléspectateurs ce qu'a été ce contrat chinois? Au fait, oui. D'abord, moi, ce que je pense, comme on avait dit, c'est un shift. Et je salue cette démarche de notre gouvernement. Moi, je suis de ceux qui pensent que nous devons
comment nous affranchir de la servitude de qui que ce soit. Et je le dis toujours aussi, nous ne sommes pas en train de quitter un maître pour un autre maître. Ok. Ce qui arrive aujourd'hui au Congo, il y a une part de c'est dû à l'irresponsabilité, mais aussi à la cupidité de nos dirigeants. Parce que moi, je ne peux pas comprendre que, par exemple, qu'on signe des contrats avec autant de légèreté. Au début, donc, nous tous, on était au courant de ces fameux contrats qu'on a même, certains ont nommé le contrat du siècle. Du siècle. Ouais. Donc, il s'agissait d'un troc minerai contre infrastructure. Donc, qui s'élevait à un taux de, je crois, à une somme de 6 milliards de dollars. Au départ, c'était même 10 milliards de dollars. 10 milliards de dollars, mais on a dû revoir ça à la baisse. Oui. L'idée, c'était quoi? C'était que nous allons livrer principalement le cobalt, parce que la Chine, il faut le reconnaître, c'est le premier pays qui transforme le cobalt. Et en 2030 plutôt, l'objectif, c'est de nous débarrasser de voitures traditionnelles qu'on a. On va utiliser les batteries qui émettent les CO2. Oui, et les voitures électriques. Les voitures électriques, ce qui fait que nous sommes vraiment... Le Congo représente 70% de la réserve mondiale de cobalt. Et donc, revenons à ce contrat, il était question que le gouvernement congolais, donc nous on livrait notre cobalt, mais il y avait aussi d'autres minéraux, entre autres le cuivre, mais aussi peut-être que le coltan aussi, parce que la Chine aussi fabrique les technologies de communication. Et en contrepartie, il fallait qu'on nous construise 500 logements sociaux, 31 hôpitaux, 2 barrages hydroélectriques, c'est ça, hydroélectrique, 2 universités modernes, 2 aéroports modernes, 3656 km de routes bitumées. Alors, qu'en est-il aujourd'hui de toutes ces promesses? Zéro promesse tenue, sauf qu'il y a une société chinoise qui a construit 536 km de routes. Donc, voilà un peu en gros ce qui a été le contenu de ces contrats, mais aussi il fallait qu'on mette sur place une société, la Sycomine, qui jusqu'à aujourd'hui continue à fonctionner. Mais malheureusement, il se trouve que, comme toujours, comme je dis, il y a une certaine irresponsabilité de nous, Congolais, notre cupidité. On se retrouvait, la Chine se retrouvait avec la part de Lyon, 70% d'actions et donc 70% pour le Congolais. C'est dire que c'était encore un autre contrat léonais que le Congo a signé. Oui, c'était parti, oui, parce que... Un contrat, je dis léonais. Et effectivement, nous, on n'a rien gagné dans tout ça, mais le plus grand gagnant, ça veut dire la Chine a gagné et Kabila a gagné, parce qu'il y a des évidences qui disent que Kabila aussi et sa famille sont trempés dans cette histoire. Donc, pour ça, moi, je dis que c'est une bonne chose. C'est vrai qu'officiellement, on dit que le président est là pour redynamiser les rapports entre les deux pays. Et si, dans le cadre de cette voyage, il aura l'opportunité de revoir ses contrats, mais aussi de signer d'autres contrats. Il a même signé 4 protocoles d'accord. C'est à l'avantage du Congo, mais seulement on se dit, on va le signer. Tout maintenant porte sur la gestion, la transparence. C'est ça le problème. On se dit, bon, c'est vrai qu'on dit que la Chine a gagné plus, mais comment se fait-il que la Chine a pu tirer son épingle du jeu et que le Congolais aujourd'hui se lamente, se dit... C'est que les officiers congolais ne savent pas protéger les intérêts congolais. La Chine a eu 10 milliards dans cette histoire et nous n'avons eu que 800 millions de dollars. Donc, essayez un peu de comprendre quelque chose. Et puis, on parle Où étaient les officiels congolais? Et puis, on parle de surfacturation. Qui a surfacturé? Dans quel intérêt? Où est allé le reste de l'argent? Ça, ce sont des questions qu'on devrait se poser. Voilà. On y reviendra, Gisèle. Oui. On y reviendra. Je sais que tu es très documentée dans ce sujet et tu seras encore plus documentée pour notre émission prochaine, Gisèle. Oui, en revenant seulement sur cette visite de la Chine, moi, ce que je dis, autre chose, moi, je crois que... Laisse-moi, Gisèle, que je mette ton commentaire sur le voyage du président. Et là, tu vas revenir sur
sur l'aspect maintenant du voyage du président, le commentaire que tu veux donner là. Ah, merci beaucoup. Le commentaire que vous allez suivre maintenant, c'est le commentaire, une réflexion de Gisèle Osambia qui est à côté de moi, qui a jugé bon de réfléchir un tout petit peu sur ce voyage-là. Et juste après, je vais encore donner la parole ici sur ce plateau pour ajouter ce qu'il n'a pas mis dans cette vidéo. Arrivé à Pékin depuis 2 jours, c'est en principe aujourd'hui que Félix Tshisekedi va rencontrer Xi Jinping, le dirigeant chinois. Officiellement, cette visite a pour but de redynamiser le rapport entre les deux pays. Cependant, les observateurs avertis soutiennent qu'en réalité, Fachi est là pour renégocier le contrat mine contre infrastructure que certains avaient qualifié à l'époque du contrat du siècle, signé il y a de cela 15 ans entre le régime de Joseph Kabila et la Chine. Notre interrogation de ce jour porte sur les enjeux que représente cette première visite officielle du président congolais dans l'Empire du Milieu. Oui, voilà. D'abord, je fais remarquer aux téléspectateurs que beaucoup de gens se sont moqués une fois du président Tshisekedi quand il est allé aux États-Unis. Le président Biden ne l'avait pas reçu. Même l'autre fois, quand il est allé au sommet États-Unis-Afrique, il a été à peine reçu avec une petite image du président Biden. Vous voyez les Chinois, cette nouvelle coopération qui commence, on reçoit notre président avec honneur en Chine. En tout cas, j'aimerais vous faire remarquer cela, que vraiment, est-ce que les Occidentaux, les Américains, réellement nous prennent au sérieux? Voilà quelqu'un qui semble quand même nous prendre un peu au sérieux, comment il a reçu notre président avec pompe en Chine. Ça, c'était une parenthèse que je referme tout à l'heure. Mais la parole était à vous, Madame Gisèle Osambia. On vient de suivre votre commentaire. Mais cette visite du président en Chine, qu'est-ce que cela vous inspire en réalité? Juste peut-être aussi, je vais juste commenter sur ce que allez-y, vous avez dit. allez-y. Vous savez, en diplomatie, le langage compte. Et ce que vous avez dit aussi. Et il y a 3 ou 4 jours, je suivais notre confrère Alain Foucault et qui parlait toujours de cette situation, la manière avec laquelle les Occidentaux traitent nos présidents africains, cette condescendance, cette façon de nous traiter comme si, je ne sais pas, nous étions leurs laquais ou autres. Et vous allez voir que c'est vrai, comme je dis, on ne quitte pas un maître pour un autre maître. Juste pour un background, il faut regarder l'histoire. Moi, je suis passionnée de l'histoire. Et il y a 600 ans que la Chine est arrivée en Afrique. Ouais. L'Afrique commerçait déjà en Afrique. Et la Chine commerçait déjà avec l'Afrique il y a 600 ans. Si vous allez en Tanzanie, vous allez dans vers le côte oriental de l'Afrique, vous allez voir que la Chine... Donc, c'est pas maintenant que la Chine s'ouvre en Afrique. Non, la Chine venait, donc il y avait des commerçants chinois qui échangeaient de porcelaine, d'autres objets de valeur, et elles ont pris les girafes et autres animaux exotiques. Et d'ailleurs, il y a une fois, je crois, un officiel chinois qui a dit, il y a 600 ans, lorsqu'on est venu en Afrique, nous avions les armes, mais on n'a jamais eu l'idée d'esclavagiser les Noirs. C'est-à-dire qu'on a toujours traité les Africains avec beaucoup de respect, on les a traités d'égal à égal. Donc c'est déjà, moi personnellement, je dis qu'en tant que, vous connaissez ma position, je suis ultra souverainiste et moi je pense que les gens doivent nous respecter. Et c'est comme ça qu'on devrait nous respecter. Tout à fait. Et les enjeux, c'est quoi? Oui. La Chine aujourd'hui, vous savez que il y a plusieurs années, c'était le G7. Mais aujourd'hui, le PIB de pays BRICS dépasse largement celui de pays des G7. OK? Et la Chine est le leader de BRICS. Et nous, la fois passée, j'avais parlé de cette politique. Le BRICS, c'est une relation gagnant-gagnant. Ça veut dire que ce dont moi j'ai besoin, c'est cette considération, ce respect, c'est de laisser à la personne la liberté de faire et d'agir comme elle veut. On pas de dictat. Pas de dictat et autres. Mais seulement, moi je dis, donc ce sont ces enjeux-là. Aujourd'hui, comme je l'avais dit la fois passée, le monde est multipolaire. Et on ne comprend pas que 60 ans après, alors que notre pays dépassait de loin beaucoup de pays, entre autres la Chine, qu'aujourd'hui il y a eu renversement, on est au bas de l'échelle et que la Chine est au sommet parce que la Chine est la première économie mondiale. Pour le moment. Alors, on peut saisir cette occasion, cette opportunité
parce qu'on ne peut pas parler de développement sans industrialisation. On ne peut pas parler de développement sans avoir des infrastructures. Le Congo est vaste. C'est une priorité des priorités pour le Congo. Tout à fait. Si on peut saisir cette opportunité et vraiment qu'il y ait de la bonne volonté, parce que moi je pense que ce qui manque chez nos officiels congolais, c'est le manque de volonté. C'est-à-dire que chacun est là pour se remplir les poches. On ne pense pas en fonction de Congo. Parce qu'on peut bénéficier de ces accords. Regardez même cet accord dont on a fait allusion. On pouvait avoir des hôpitaux, 31 hôpitaux. Oh, imaginez-vous. Voilà. C'est vraiment une occasion qu'on avait ratée. Avoir 2 aéroports modernes. Ça aurait déjà réglé certains problèmes. Avoir 3656 km de route. Vous vous imaginez? Hein? Vous vous imaginez? Parce qu'aujourd'hui, quitter même Kinshasa pour arriver à Matadi, c'est tout un problème. C'est un problème. On ne peut pas quitter, par exemple, moi, par exemple, je vous donne juste un exemple. Oui. Maintenant, rapidement, Gisèle, parce que c'est un breaking news. Ouais, j'ai des informations, parfois les gens m'appellent. Quitter Gbado pour arriver à Guémena, ça vous prend 3 jours ou 4 jours. Oh. Est-ce que c'est normal? Un pays qui a ça ne se développe pas. Et donc c'est ça. Voilà. Moi je pense que c'est une opportunité et nous devons en faire bon usage. Tout à fait. Très vite, Monsieur Gabi Kitoko, je voudrais aussi que vous puissiez un peu aller dans la perspective aussi par rapport à ce voyage du président Tshisekedi ou même au contrat chinois, parce que là vous avez beaucoup argumenté là-dedans. Mais apparemment c'est comme s'il y a bonne foi des Chinois. Eux viennent, ils ont besoin de ces minéraux pour le développement de leur industrie. Et parce que c'est même, aujourd'hui, le monde a besoin du cobalt, par exemple. Eux viennent sincèrement pour prendre le cobalt congolais. Et puis, en contrepartie, ils font ce qu'ils doivent faire. Mais est-ce que c'est la faute aux Chinois si cela n'a pas été fait, ou c'est la faute dans la partie congolaise? Effectivement, il faut apprécier. Les Chinois ont déjà laissé les traces en Afrique. Oui. D'ailleurs, Maman Gisèle vient de me rappeler, sous la présidence, le leadership du président Magufuli l'a fait, heureuse mémoire en Tanzanie. Les Chinois ont travaillé avec Magufuli. On va voir les aéroports. Ah, l'aéroport de... Donc vous trouvez que les Chinois... Kiboma. Oui. Kiboma. Les Chinois, ils vous donnent ce que vous demandez. Ce n'est pas leur affaire d'entrer dans vos gestions. Si vous voulez, comme on nous a laissé les fameux boulevards à Kinshasa, où ça nous crée les problèmes d'inondation et consorts, c'est le problème des officiels congolais. C'est ici où nous ne sommes pas encore là. On est revenu, mais IGF devrait quand même faire un travail en amont pour savoir les officiels congolais qui ont signé le contrat, qu'est-ce qu'ils ont fait à ce temps-là. C'est ce qui nous préoccupe. Nous saluons cette approche du président de la République, mais nous voulons aussi l'interpeller pour dire que le développement ne peut jamais venir ni de l'Est ni de l'Ouest. Le développement doit venir de soi, c'est-à-dire du Congo. Nous devons aussi penser, quand les gens viennent avec les technologies, avec l'intelligence, ils doivent travailler avec les Congolais, où nous pouvons quand même les transferts des connaissances ou des technologies. Pourquoi? Parce qu'il y a des Congolais capables. Si nous avons, les Chinois viennent, ils nous construisent les aéroports, ils nous construisent les hôpitaux, mais quel est le jour où les Congolais construiront? Quand ils nous construisent, c'est-à-dire la sécurité est dans leurs mains. Ils savent, quand on construit, on sait ce qu'on met, tout ça. C'est-à-dire, nous encourageons, nous voulons bien que les gens viennent, mais nous avons aussi l'intelligence, nous pouvons travailler avec eux. Il y a les travailleurs de l'office des routes qui sont capables aussi. Il y a des ingénieurs qui ont été dans les académies. Du temps de musée, nous avons vu ces gens-là. Quand ils disent construire les routes, ils doivent utiliser nos staff, nos travailleurs de l'office de route pour construire ces routes. Nous acceptons bien les experts, mais nous contrôlons parce qu'aujourd'hui... C'est pour aussi faire le transfert de connaissances aux Congolais, que le jour où les Chinois vont finir leur projet, les Congolais savent déjà comment faire les choses, et ils peuvent continuer même demain. Effectivement, et la connaissance est innée. Nous avons la connaissance, c'est seulement comprendre, c'est cette méthode-là que les autres utilisent. Voilà. Et ça va nous aider. Donc, pendant qu'il parle, j'ai salué en entendant
son adresse à la communauté congolaise en Chine, quand il a Vous parlé, parlez du il président dit de la que République. en matière, oui, le président de la République, en matière de l'agriculture, j'ai dit, voilà, il a touché. Parce que j'ai toujours dit, si j'avais le passé de pouvoir, la Corée, la Chine et le Japon, je traiterais pour l'agriculture de riz. Ce sont les experts, c'est là où les riz viennent du monde. Ouais. Donc, ils peuvent, moi je suis maniamien, donc chez nous, nous avons besoin de ces gens-là jusqu'à... aujourd'hui, on parle de Chokwe, je suis habitué à Ozaïr et Sankour. Donc, quand nous met, et nous allons produire, nous allons aussi exporter. C'est vrai. Donc, nous saluons le président, ce qu'il a dit, nous voulons qu'il tienne à ça, surtout en matière d'agriculture. Nous pouvons commencer sinon avec l'agriculture et ce qui est afin que nous produisions, parce que nous ne pouvons pas seulement nous limiter aux minéraux, nous devons aussi produire. Tout à fait. Et peut-être que cela vous a passé un peu inaperçu. Le président a fait aussi remarquer la rentrée en force de notre armée. Certainement que, bon, on se souviendra que notre ministre de la Défense est en Chine avec le président. Oui. Et devant les Congolais de la diaspora là-bas en Chine, le président a fait allusion aussi au retour en force de notre armée. Oui. Donc ça dit beaucoup. C'était un message fort que le président a lancé à partir de la Chine en tout cas. Oui, mais il dit que nous, pendant le temps que nous étions en train de travailler en parallèle aussi pour remonter en force notre armée. Et c'est ce que, vraiment, en fait, nous saluons aussi les passages du VPM de la Défense en Chine. Jean-Pierre Bemba Ngombo. Oui, voilà. Et nous pensons que nous pouvons toquer toutes les portes, afin de gagner tout à fait. ces accords-là. Merci beaucoup, M. Gabi Kitoko. À moins que Mme Gisèle ait un tout petit mot, non? À propos de l'armée. Allez-y, allez-y, très rapidement, Mme Gisèle. Moi, je me dis, oui, c'est vrai, le président, moi, j'ai lu aussi ce rapport, c'est l'indice de puissance militaire. Hein, et on dit, c'est vrai, on dit que le Congo est 10e. Mais seulement, j'ai essayé un peu... Au monde ou en Afrique? Non, en Afrique, Okay. 10e en Afrique. Okay. Mais seulement, vous savez, lorsqu'on parle de l'indice de puissance militaire, de quoi il s'agit? Donc, on tente de déterminer la capacité de forces armées d'un État. Et donc, on recourt... C'est le nombre des hommes? Non, oui, c'est ça. On recourt à l'analyse de 60 facteurs. OK? Donc, entre autres... donc, on tient en compte 60 indicateurs relatifs à la défense nationale, tels que le nombre d'armes disponibles, on nous reconnaît déjà. La diversité de la force de frappe disponible, les développements économiques d'un pays, la stabilité financière, la flexibilité logistique, les ressources naturelles et l'industrie locale. Donc, sont déterminants. Alors moi, vous savez, moi, c'est genre de... C'est que notre Congo semble avoir rempli... C'est comme ça que moi, je ne suis pas d'accord avec... je ne suis pas d'accord avec ces là, c'est pas le Congo, c'est pas un rapport du Congo. Non, mais c'est ce que je dis. Ouais. Je dis, c'est vrai, il y a des critères. Si on tient compte des ressources naturelles, oui, effectivement, le Congo doit figurer parmi ce pays parce que c'est l'un des indicateurs. Et puis bon, on parle aussi de nombres disponibles. Oui, c'est vrai, on a le nombre d'hommes dans l'armée. Oui, mais c'est ça. Mais en ce qui concerne, par exemple, la flexibilité logistique ou l'industrie locale ou par exemple... C'est ça le retour en force. Les avancées... Le gouvernement a mis des moyens. Oui, mais on peut avoir des chars aujourd'hui. Notre armée peut... Où avez-vous vu les chars? Bon, on n'a pas vu... Où avez-vous vu... En matière d'armée, on ne brandit pas tout, madame. Non, mais... En matière d'armée. Quand on achète des armes, on ne brandit pas devant les caméras. Mais ça se ferait sentir. On aurait pu sentir ça. Entre autres aussi, on parle aussi des avancées et évolutions technologiques en matière de défense nationale. On n'a même pas de drone. On n'a même pas de drone. Qu'est-ce que tu en sais, Gisèle? Non, mais on essaye de voir. Vous savez, c'est vrai que l'armée, on dit certaines choses, mais si on a vraiment on a ces matériels-là, parce qu'il y a la guerre à l'Est, on aurait pu utiliser ça, non? On ne le voit pas. Mais au moins, on a vu Sukhoi 25. Oui, non, mais on a vu ça, un seul. Non, moi, je ne minimise pas. Moi, seulement, je dis que parfois, je me dis, est-ce que ces rapports, lorsqu'on dresse ce rapport, est-ce que c'est dans le but de caresser
la bête dans le sens du poil, ou c'est vraiment des vrais rapports. Bon, c'est ça, mais quelle est la source? C'est qui a écrit ce rapport? Non, mais il faut... C'est le rapport de qui, hein? C'est l'indice de puissance militaire. Donc, donc c'est une grande organisation mondiale. Ouais, donc c'est ça. Si vous allez sur Google, on vous donne l'état du monde. C'est là où j'avais même trouvé... Prenons ça comme des faits. C'est comme nous les journalistes. Quand nous voulons traiter des faits au sujet de l'armée, c'est là où on va. Donc c'est des sources sûres. C'est des sources sûres en journalisme. Ouais. Ce que nous appelons des sources bien informées, des sources... Ouais. Non, je sais, on ne peut pas remettre en cause ces genres d'informations. Non, mais on est là pour... La critique journalistique oui, mais tout à fait, c'est ça, c'est ce que moi je dis. Je ne refuse pas, je dis peut-être qu'on tient compte de nos ressources naturelles et peut-être le nombre d'hommes. Mais sinon, à part ça, il y a d'autres éléments. C'est là nous disons que... We're not taking the box, comme on dit en anglais. Tout à fait. Et puis quand on achète les armes, on n'écrit pas sur tout le toit, on ne monte pas sur tout le toit. Et puis, on ne va pas devant toutes les caméras du monde. Hein? Mais ça allait se faire sentir quand même parce qu'on est en guerre. On est en guerre et on continue à subir la défaite. Pour ne pas... Très vite, M. Gabi Kitoko, aujourd'hui on parle de Kamere, de ce qu'il veut faire pour l'économie du Congo. Je partage le point de vue de Mme Gisèle, mais peut-être ces experts-là, comme vous avez dit, je crois que nous devons quand même donner du crédit à ce que une institution ou une organisation mondiale qui a parlé de cela. Peut-être le problème, c'est là où... C'est vraiment le prestige pour les Congolais. Pour que les Congolais qui apprennent que leur armée a repris de la forme. On peut avoir cette ressource humaine avec aussi cette technologie, mais peut-être c'est l'encadrement qui manque. Parce que... De nos hommes. Peut-être nous avons les armes, nous avons toutes ces choses-là, et ces gens-là sont au courant, mais il n'y a pas encadrement, parce qu'il n'y a pas motivation. Et puis ça fait de trahison aussi. Pas de trahison. Il y a encore des brebis galeuses dans l'armée. Pas de brebis galeuses, c'est-à-dire il y a eu manipulation de l'armée. Vous vous rappelez du temps du président Mobutu, il disait l'armée est mobilisée. L'armée est disciplinée. Ce sont les caractéristiques qui font que maintenant cette force-là, des fois que vous allez voir, nous, en tant que des citoyens, nous regardons et disons, oh, mais nous ne sommes nulle part. Mais alors que dans l'armée, il y a des gens capables et compétents. Si on les met seulement à leur place, ils peuvent nous présenter. Mais prendre des petits cadogos, les gens, des brassages, les mettre et tout ça, les généreux comme ça crée des confusions. Tout à fait. On reviendra sur ce sujet. Je sais que vous êtes des grands analystes ici à mes côtés. Tous les sujets seront les bienvenus ici pour que vous puissiez éclairer nos frères congolais sur ces grands sujets. Passons maintenant à l'essentiel de cette émission. Ce breaking news était vraiment important parce que c'est notre président de la République qui va vers un partenaire comme la Chine. Il fallait en parler, il fallait prendre du temps pour ça. Mais maintenant, parlons un peu de ce que nous avons entendu de M. Vital Kamerhe qui veut trouver la solution au problème principal congolais, le ventre. Kamerhe se dit, il va réaliser cela et pour le réaliser, il a besoin de gros moyens. Alors des gros moyens pour réaliser, vous allez suivre un peu, encore une fois, c'est un commentaire de ma distinguée consoeur Gisèle Osambia. Je vous mets d'abord ce commentaire et puis après vous allez revenir sur ce plateau pour parler de l'homme et de son projet pour la République maintenant. Allons-y, allons un peu vers Kamerhe pour voir qu'est-ce qu'il veut faire pour la République. Comme le Real Madrid, dont on dit qu'il est un fervent supporter, Vital Kamerhe a fait un comeback spectaculaire dans la scène politique congolaise. Une vraie remontada. Car personne n'aurait imaginé moins de 3 ans après son arrestation pour détournement, suivi de sa condamnation et enfin de son acquittement, que c'est à lui que reviendrait la charge de diriger l'économie et les finances de ce vaste pays aux richesses immenses. Le Congo démocratique a cette réalité que la raison même ignore. L'homme n'a jamais caché ses ambitions ou mieux son rêve de faire de l'ex-Zaïre un géant dans le concert de nations. Pour ce faire, Vital Kamerhe s'est dit être inspiré ou fasciné par le président brésilien Lula da Silva. D'ailleurs,
Les deux hommes partagent une chose en commun. Ils sont catholiques. Puis s'arrête la comparaison. Car Lula n'est ni un doctrinaire, ni un intellectuel. Son seul diplôme, comme il le rappelle, c'est celui de tourneur. Alors que Vital est présenté comme un intellectuel qui a fourbi ses armes dans la bureaucratie. Connu pour son bagou, il s'est dit lui-même être de la race des vainqueurs. Alors, serait-il en mesure de sortir la RD Congo du marasme économique dans lequel il se trouve enlisé depuis plusieurs années? Telle est notre interrogation du jour. Quelle que soit l'épreuve qu'on endure, cette épreuve doit être en dessous de ce qu'on est déterminé à donner à la nation, à la patrie, à la communauté. Ce que j'ai à donner à la patrie est bien au-dessus des preuves endurées. Pour moi, j'ai appris beaucoup de choses en prison. La patience, la résilience. J'ai appris comment renforcer la foi en Dieu. Nous avons pris une série de décisions. Nous avons donné des assignations au gouverneur. Nous allons, donner une amnistie totale sur le plan fiscal. C'est-à-dire taxe zéro pour tout ce qui concerne les importations de maïs. Ça, vous me direz, c'est la conjoncture. Nous allons donner la taxe zéro en ce qui concerne tous les intrants et les engrais qui entrent dans la chaîne de production de maïs. Et nous avons décidé de faciliter la tâche aux opérateurs économiques parce que l'État n'est pas un opérateur économique. Mais pour donner les coups d'envoi, l'État va sortir des moyens à mettre à disposition d'une organisation au niveau des provinces, après discussion avec le gouverneur des provinces, parce que les opérateurs économiques, les moyens ou les petits qui n'auront pas suffisamment de moyens, ils pourront prendre l'argent pour importer, mais ils ramènent cet argent dans un compte séquestre qui sera créé au niveau de chaque province. Puis cet argent doit pouvoir tourner. Mais pour les grands opérateurs économiques, ils ont les moyens, ils ont là l'occasion de faire des bénéfices. Nous les laissons importer avec les facilités que nous venons de dire. Voilà, ça a été bel et bien là, vous l'avez reconnu, le puissant Vital Kamerhe, hein, l'homme qui ne s'avoue pas vaincu, il est toujours là aux avant-plans et un homme plein d'ambition. Je ne sais pas qui commence. Hein, la première flèche vient de qui? De qui là? C'est Madame Gisèle Ossambia. Il faut juste poser la bonne Allez-y, question. le journaliste est toujours plus souple un peu. Par rapport à quoi vous voulez que je dise? Mais écoutez, Madame Gisèle, voici un projet pour sortir la RDC de la misère, notamment de cette... Bon, il y a cette fameuse crise de maïs, mais Kamerhe veut aller même plus loin. Il dit, écoutez, le modèle Lula, le modèle, d'autres modèles, il dit, le Congo n'a pas raison de rester comme ça, les Congolais, je veux dire, il va donner du manger aux Congolais. Est-ce que vraiment cette ambition est bon, je veux dire que est-ce que ce que Vital est en train de dire aux Congolais est facilement réalisable ou l'homme est en train tout simplement de se vendre comme il en a l'habitude parce que les autres ont été là pendant 4 ans, ils n'ont pas pu faire ça, mais lui il dit dans les 6 mois, il peut faire la différence. C'est cela, José. En fait, je vais parler d'abord, je vais commencer par rapport à la crise de farine de maïs. Okay? Où il dit qu'il va amnistier l'importation, taxe zéro. Yeah. Moi, ce qui a retenu mon attention, ce qu'il dit qu'on va mettre sur pied une organisation. Bon, il dit qu'il y a une organisation, mais cette organisation-là, elle a pour quel objectif? D'abord, c'est ça. Quand est-ce qu'elle sera mise sur pied? Pour quelle durée? Et comment ça va se passer, dit les importateurs. Donc, si par exemple, moi, il suffit seulement que j'appelle et dire que je suis importateur, il faudrait d'abord savoir donner et être sinon, clair. Sinon, beaucoup vont s'improviser pour seulement avoir les subventions de l'État. On a connu ça avec le projet 100 jours, où il y a eu des entreprises qui ont été créées
fantoche. Donc c'est ça, donc juste pour le besoin de la cause. Et qui, donc c'est un peu ça quoi. C'est vrai que vous savez, moi je trouve ça parfois déplorable, c'est qu'au Congo, on se focalise plus sur la rhétorique. Vous savez, quand une personne a le verbe facile, la personne fait des belles déclarations, on se limite juste aux déclarations. Mais on essaie pas d'entrer dans le contenu. Parce que déjà, moi, quand il me dit cette organisation, il ne m'explique pas. Il ne m'explique pas c'est quoi. Moi, je suis sur ma soif de comprendre cette organisation, elle a quel nom? Qui va gérer des fonds importants de l'État. Oui, tout à fait. Donc c'est ça. Pour quel objectif? Sur quelle durée? Pour quel résultat? Comment va se passer comment il va fonctionner? Tout à fait. Elle va fonctionner cette organisation. Et comment est-ce que, par exemple, comme je dis, qu'est-ce qui va arriver? Donc, si je me réveille, je dis, voici, je vais importer du maïs, je le fais. Et donc, il y a quand même un flou. Hein. Il y a quand même un flou. Et moi, je pense qu'il ne faut pas qu'on nous prenne pour des idiots. Hein. Il y a quand même des Congolais. C'est comme si Kamel veut nous faire courir encore derrière la montre, comme il a fait courir les gens dans le premier 100 jours. On faisait quelque chose vite pour que le président qui vient d'arriver, qu'ils aient des actions d'éclat. Et c'est ça qui veut faire qu'avant la fin du mandat, qu'on sorte encore de l'argent. Tout à fait. Parce que lui, il le dit, c'est-à-dire que il dit qu'il s'inspire de Lula. Mais Lula, il a fallu 2 mandats. Okay? Il lui a fallu 2 mandats. Il est encore revenu au pouvoir, mais il lui a fallu 2 mandats pour faire sortir le Brésil de la pauvreté. Réduire quand même. Hein? C'est un pays émergent aujourd'hui. Oui, donc faire reculer la pauvreté de 40 à 25%. Il a fallu 10 ans pour que le Brésil ait cette position qu'on dit de la ferme du monde. Parce que Brésil, c'est premier pays producteur de jus d'orange, de café, de viande de bœuf, du poulet, 2e pays producteur de soja et 3e de maïs. Et ça ne s'est pas passé du jour au lendemain. Donc, on a dû travailler sur cela. Okay? Donc, c'est ça. Moi, je me pose la question, en 4 mois, en 5 mois, qu'est-ce que Vital pourra bien le faire, pourra bien nous apporter. Surtout, c'est à la baguette magique, certainement. Tout à fait. Donc, tout ce qu'il est en train de dire, pour moi, c'est du verbiage, c'est de bavardage inutile, comme on est toujours habitué. Donc l'homme se vend politiquement. Tout à fait, c'est juste du show-off, comme on dit en anglais, de la politique spectaculaire, du sensationnel. Et moi, je ne mords pas à cela. Ok? Alors, sur le plan de l'économie en général, ok? J'ai lu les rapports de la Banque mondiale. Hein? Parce qu'il a parlé de taux, il a dit que non, notre monnaie s'est quand même bien comportée ces derniers temps, il n'y a pas de dépréciation et autres. Mais c'est comme si un ministre de l'économie, tout à fait. Il a fait quelque chose. Il est fait comment nous connaissons tous, non, on n'a pas besoin d'avoir un diplôme d'économie pour comprendre pourquoi la monnaie se déprécie. Hein? Plus vous avez la monnaie en circulation, par exemple, moins votre monnaie est appréciée. Ou peut-être s'il y a pénurie de biens et services. La monnaie se déprécie parce que particulièrement lorsque vous faites recours à l'importation, parce que vous avez besoin de faire sortir votre argent, vos devises qui sont dans les réserves de change, et ce qui fait que votre monnaie se déprécie. Donc, lorsqu'il parle, il dit que non... Sur le plan purement économique. Ouais. Donc, quel mécanisme d'économie il a appliqué pour qu'il prétende pour stabiliser. Donc, tout ça, c'est du spectaculaire, Véron. Moi, personnellement, ce n'est pas que c'est une attaque ad hominem, mais moi, je pense que Monsieur Vital Kamerhe, les gens qui pensent que c'est un homme hyper intelligent, moi, je ne sais pas comment on mesure l'intelligence. Hein. L'intelligence, c'est le fait de venir déclamer toutes les théories que Keynes a dit ceci, Ricardo a dit cela, Marx a dit telle chose, où l'intelligence, c'est le fait de transformer la matière qu'on a prise. Parce que la théorie nous aide à comprendre les choses, à comprendre les concepts. La théorie aussi nous aide parfois à la prise de décision. On se dit, parce que j'ai appris telle chose, si j'applique ça,
voici ce qui va arriver. La théorie nous permet aussi de penser critiquement, de faire une analyse critique. Mais ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien de venir dire Keynes a dit ceci, Weber a dit cela, Marx a dit ceci. C'est ça Kamere. C'est ça Kamere. Il veut se vendre. Et tout à fait. Et c'est ça que le Congolais pense que c'est un homme hyper intelligent. Je ne remets pas en doute. Je ne remets pas en doute que, bon, il a fait des études. Nous tous, on a fait des études. Bien et sûr. moi, j'ai toujours dit, il y a toujours une différence. Ce n'est pas parce qu'on a un diplôme qu'on est nécessairement intelligent. Voilà. Le diplôme, c'est parce que vous êtes allé à l'école, on vous a enseigné de matière, et puis bon, vous êtes soumis à une évaluation. Vous devez répondre aux questions qui ont été déjà préconçues. Ok, voilà. Donc c'est ça. Mais un intellectuel, il n'est pas forcément un diplômé, mais c'est quelqu'un qui réfléchit. Qui réfléchit sur le problème, mettre tout sa à fait, réflexion et apporter sur la des table solutions. et puis apporter des solutions pour sa société. Donc, moi, et Kamere, jusqu'à preuve du contraire, ne nous a pas encore montré qu'il a, même ayant occupé des fonctions, transformé notre société. Avant que vous passiez à vous parler à monsieur... Oui, parce que je veux donner à notre consultant. Parce que moi, je dis, il faut toujours regarder l'homme dans son actif. Vital Kamerhe, quand même, il a été directeur financier du service national quand Mouzé est arrivé. Le service national, oui, qui était chargé de faire qui était chargé, je crois, l'agriculture et autres. Donc, il y a des projets qui ont été déjà faits à l'époque par les PNUD, moi je me rappelle. Donc, il était question qu'on utilise certaines provinces. Donc, à l'époque, c'était l'Équateur, mais il fallait qu'on le fasse à Gbadolité et puis qu'on le fasse à Bouamanda. On peut toujours faire ressusciter ces projets. Parce qu'on ne peut pas vivre. Oui, c'est vrai, il dit qu'il a fait par pragmatisme. On ne doit pas laisser les gens mourir. Mais il faut penser à long terme. Qu'est-ce qui va être fait à long terme? Parce qu'il s'agit de... C'est à long terme qui parle de taxes zéro et autres, non? Oui, mais après, mais on ne doit pas continuer à importer. On ne doit pas continuer à importer. Ouais. Les pays qui se développent... développent... importer quoi? Le maïs qui peut se produire 3 fois par an. Tout à fait. 3 fois par an. On peut comprendre qu'on peut produire, on peut importer des produits manufacturés. Ça arrive parce que même ici en Angleterre, on importe. Même les États-Unis importent. Mais ce qui est basique, le Congolais qui importe le manger. On a des terres arables. Comment est-ce qu'on peut? Et moi, c'est ce que je dis. J'ai peur que ce soit une affaire d'argent pour sortir encore l'argent du trésor public. Effectivement. Voilà. Et que l'argent soit redistribué entre copains. Entre copains, encore une fois. Tout à fait. Je précise encore une fois. Encore une fois. Mais M. Gabi Kitoko, notre consultant, qu'est-ce que vous dites de cette affaire? Est-ce que ce pays n'est-il pas en train d'aller encore tout droit vers une autre méga malversation financière? Oui, merci beaucoup, M. Véron. Laisse-moi commencer tout d'abord par dire que ce créneau de Kamerhe, peut-être, maman, je pense que les Congolais sont toujours charmés de cela. Je crois qu'ils ont dépassé ce temps-là. Vous voulez dire que les Congolais connaissent Kamerhe qui est aujourd'hui? Ils les connaissent et je vous dirais même que ces déclarations sont devenues comme la musique des moustiques que les Congolais aiment à tout moment. Je te dis, il faut vérifier avec les Congolais. Pourquoi? Parce que, oui, c'est un intellectuel, mais vous savez, il y a une différence entre les gens qui vont juste pour apprendre, mais qui n'arrivent pas quand même à matérialiser les connaissances. Aujourd'hui, même si Kamere est tenté de se dire que lui, il n'était pas là pendant... Non, c'est celui qui a commencé. Moi, je crois que dès le début, il devait nous démontrer ces plans-là. Les plans de 100 jours, que lui, il a même publicité à sa sortie de la prison. C'est même le projet que le Congo n'a jamais eu. Mais qu'est-ce qu'on peut nous donner comme exemple de ce que les 100 jours a fait au Congo? Aucune maison sortie de la terre. Alors, vous comprenez maintenant, et pour maintenant entrer dans son plan. Vous savez, c'est un économiste, peut-être c'est ça l'erreur des économistes.
même si ils apprennent un peu du développement, mais ils ne sont pas les développementalistes parce qu'ils ils restent cadrés dans les cadres économiques. En économie, c'est le progrès, c'est l'augmentation. Donc, alors que le développement, c'est l'augmentation et aussi l'amélioration. Parce que si vous cadrez seulement avec les macroéconomiques pour maîtriser la situation, mais vous ne comptez pas si le plan social, c'est que l'homme peut lui-même contribuer. Il doit être dans un état quelconque. Le bénéfice que l'homme tire de ce fameux développement. Si on doit prendre, comme Mazizel disait, qui va créer les taxes zéro, mais est-ce que là, il est tenté de résoudre les problèmes de la crise, de la pénurie de maïs? Parce que problème ponctuel. Un problème ponctuel. Parce qu'il devait me donner un plan. Quand il y a une crise, ça vous donne les leçons maintenant. Il dit que demain, il devait tout d'abord évacuer tous les secteurs agricoles. Il dit que non. Est-ce que nous sommes prêts si demain aussi il manque de riz chez nous? Est-ce que nous sommes prêts s'il manque des arachides? Aujourd'hui, c'est le maïs. S'il n'y a pas de haricots, alors, du manioc. Qu'est-ce que nous devons faire? Au lieu d'aller avec une grande délégation en Afrique du Sud, au contraire, cette délégation allait dans toutes nos provinces. Il dit que non. Très vite, pour faire l'état des lieux. Les états-majors, les créer des états-majors, les coopératifs. Mais à l'Équateur, mais écoutez, les maniocs qu'on sort, est-ce que vous êtes en mesure? Qu'est-ce qui vous manque? Écoutez l'acteur du développement. L'acteur du développement, c'est l'homme. Donc, les cultivateurs là, même si ils cultivent seulement 100 mètres, vous devez incorporer du canon. Comment devons-nous faire pour que dans ces 100 mètres là, que tu arrives à faire peut-être 1 hectare? Qu'est-ce qui te manque et tout ça? C'est ça la production. C'est ce qui manque peut-être aux économistes. Je ne me dis pas tous les économistes. Mais alors que ici, avec Kamere, je crois qu'il est tenté de se vendre, mais il n'arrive pas à comprendre qu'il n'arrive pas à se vendre. Pourquoi? Parce que les gens disent que mais nous avons toujours entendu cette chanson-là, nous avons une terre arabe, capable de cultiver. Sa solution tend encore à sortir beaucoup d'argent du trésor public. 1,2 milliard. 1,2 milliard. 200 millions. Que Kamere veut qu'on sorte ça immédiatement pour seulement résoudre ce problème ponctuel de maïs. Pour le Boukolan CK de Kassaïen et de Bunga, comme on les appelle les gens de Lumbashi. Mais c'est ce qu'on dit. Qui a Boira? On ne peut pas. On retourne toujours dans le projet de 100 jours. Allez, fais sortir vite l'argent. L'argent, très rapidement. Mais ça finit toujours. Oh non, c'est pas moi, c'est elle qui a pris. Non, nous ne voulons plus ces jets-là. Toujours dans le spectaculaire. C'est que il pouvait, ne fût-ce qu'envoyer même les directeurs de cabinet ou même les secrétaires généraux, dire que non, allez en Afrique du Sud, achetez-nous ceci et tout ça, venez. Entre-temps, nous travaillons avec les cultivateurs et tous ces opérateurs économiques afin que la production augmente chez nous. Et ce plan-là, jusque-là, quand vous l'avez suivi, vous n'avez pas entendu ce plan-là. Il n'a pas parlé de ce plan-là, de dire que est-ce qu'on peut augmenter la production? Mais on dit on va donner les fiscs pour que vous puissiez aller faire venir le maïs, c'est pas moi de Zambie, de Tanzanie ou d'ailleurs. Pendant que nos agriculteurs se disent que si nous avons les moyens, nous pouvons produire. J'ai entendu même le président zambien qui est revenu et dit que non, si vous avez besoin de maïs, donnez de l'argent, je vais donner aux fermiers, ils vont... Voilà. Nous on va prendre nos devises pour aller enrichir les fermiers zambiens. Voilà. Mais c'est-à-dire, non, il est en train de critiquer. On veut bien peut-être, voilà. Pour dire que, mais c'est ce que vous deviez faire. C'est-à-dire que non, investissez vos fermiers. Vos fermiers. Pas ironie. C'était l'ironie. Ouais. Alors, donc, vous trouvez directement que Kamere a eu sa réponse là-bas, qu'il devait rentrer tout d'abord pour terminer. Mais il est rentré de là en Rambo devant les Congolais pour leur montrer que non, j'ai fait une grande diplomatie là-bas, j'ai arraché ceci et tout ça. Non, je vous dis que c'était des bruits, c'est une... Est-ce que c'est là ma sous-question? Est-ce qu'on doit vraiment prendre au sérieux ce mini-projet de Kamere ici, cette emergency, cette urgence de Kamere? Est-ce que les Congolais ou le gouvernement congolais doit le prendre au sérieux pour sortir les fameux 1,2 milliard
pour donner à Kamere de concrétiser ce projet aujourd'hui. Non seulement non, on ne peut pas le prendre au sérieux, et en plus de cela, non seulement pour faire sortir cet argent, mais aussi pour tout ce qu'il est tenté de nous dire. Si Lula a fait, même Mazda a dit qu'il y a 2 mandats, mais Lula déjà dans le premier mandat, il a déjà mis la base. Un programme. Où tout le monde, oui, quand même, faisons confiance. Oui. Même si on est... Mais jusque-là, il n'y a pas un programme de gouvernement. Je me rappelle quand il était en fait, les journalistes de Lingala, je m'excuse, j'oublie son nom. Il a demandé, il y a ton prédécesseur, ministre de l'économie, qui nous avait promis les POD. Jusque-là, nous n'avons pas eu. Mais les maïs, c'est là quand ils vont même venir. Même si on ne sait même pas. Ça va être vendu où vous comprenez que les Congolais... Donc, oui, les Congolais commencent à être directs avec le donc ils comprennent que non, tu viens encore avec une autre chanson. Hier, c'était 100 jours, maintenant, une autre chanson, afin de vous faire les amis où la rétrocommission va retourner. Non, nous ne sommes pas d'accord avec la rétrocommission ici. Nous voulons bien investir. Nous avons des fermiers. J'ai vu à Bukavu quelqu'un qui vous produise autant de ça avec sa minoterie. Mais pourquoi ne pas investir pour dire que non, mais que le maïs c'est des Nyunzu, des maïs c'est ou là-bas au Kasaï. Allez, les transporter là-bas, là où il y a des minoteries, comme au Katanga. Alors, nous pouvons. Nous ne disons pas, à cause de la crise, je suis d'accord qu'ils pouvaient ne fût-ce que venir pour apaiser la crise. Mais c'est limité seulement maintenant, comment investir pour que les maïs viennent de dehors. Nous disons et puis, c'est à quelques 3-4 mois de la fin de ce mandat, lui prétend, et puis nous montre comment il faut même faire reconstruire les rails, pour, soi-disant, relier l'océan Indien à l'Atlantique et tout ça. Est-ce que c'est aujourd'hui que Kamere doit dire ça? Qu'il attende si Fachi le nomme encore ministre de l'économie au prochain mandat, si Fachi gagne les élections. Là, peut-être il peut étaler un grand projet. C'est cela qu'on lui a demandé. Il dit que non. Dans 6 mois... Il n'a que 3-4 mois. Dans 6 mois, nous aurons ces choses-là. Oui, je c'est sais bien que comme projet. Joseph s'impatiente, oui. Qu'il a bien montré partout là on peut cultiver ces choses-là. Oui. Mais il ne suffit pas seulement de dire à cette théorie. Nous voulons la pratique. Autant mieux, quelqu'un vient et dit que non. Dit, donnez-moi 1 million. Je vais vous amener autant en cultivant chez moi en Équateur ou en cultivant chez moi à Chopo et tout ça. Mais c'est du pragmatisme que les Congolais ont besoin et non pas toujours entendre les gens qui viennent les endormir avec des bons discours. Des livres. Ouais, tout à fait. Madame Gédélo Sambia, nous voulons encore votre rapport à ce niveau de débat. En fait, moi, ce qui m'étonne toujours, c'est que même Kamere, il a été avec Kabila. Ouais. Oh, c'est encore une star là. C'est-à-dire que c'était quoi leur discours encore, la révolution de la modernité. Donc, il a même écrit un livre, Pourquoi je choisis Kabila. J'ai choisi l'homme. Donc, je me pose la question pendant tout ce temps, c'était quand même, il avait l'oreille de Kabila. Donc, moi, je me pose la question, pendant toutes ces années, ils n'ont même pas pu pondre un programme de développement agricole. Voilà. Comment est-ce que... C'était l'homme qui soufflait à l'oreille de Kabila. Tout à fait. C'est qu'il pouvait mobiliser, effectivement. c'est-à-dire faire quelque chose, créer un impact. Moi, je me pose la question, quelqu'un qui n'a rien à son actif, à part à part les postes qu'il a occupés, mais des choses concrètes comme ça, moi je n'ai pas vu. Il était avec Kabila, on a eu, c'était quoi, la révolution de la modernité. Et donc encore... Il était toujours au gouvernement ou il était au Parlement seulement? Non, mais même s'il était au Parlement, mais Kabila... C'était un architecte du système. Il était là, et c'est lui qui était parmi les architectes du PPRD. C'était des gens qui pesaient. Vous savez, il ne suffit pas seulement... Il y a certaines personnes qui occupent... Je crois là, il était dans l'opposition. Non. C'est dans les 5 chantiers au contraire qu'il était là. Oui, 5 chantiers. Oui, dans le 5, ils ont commencé... L'évolution de la modernité, là, il a quitté. Là, il est 5 chantiers. Excusez-moi, oui. 5 chantiers. Le 5 chantiers. Tu faisais allusion à ça. Ouais, donc c'est ça, excusez-moi. Au fait, ça fait comme longtemps. Oui. Mais bon, revenons quand même à ce qu'on est en train de dire. Il faut quand même qu'on évolue. Oui. On va pas... Et c'est vrai que quand on dit, comme Gabi le dit,
on ne va pas vivre, on ne va pas seulement vivre des importations. Non. Et cette mesure, moi, je pense qu'elle est ponctuelle. Maintenant, il faut penser à long terme. Ok. Lui, en tant que ministre de l'économie, qu'est-ce qu'il pense? Ok. C'est vrai que eux, ils se contentent de ce que le FMI leur dit, la Banque mondiale leur dit. Ils disent que non, le Congo a connu une croissance économique de 8,6%, hein, de ce qu'ils disent. Mais seulement en grande partie, c'est grâce aux investissements, aux exportations du secteur minier. C'est-à-dire au bon comportement de nos produits miniers. Tout à fait. Il faut savoir diversifier. Hein? Lui, il dit qu'il est élève de Lula. Mais Lula, il ne s'est pas seulement focalisé sur l'agriculture. Hein? Le Brésil, c'est un géant en matière aéronautique, donc construction, industrie aéronautique, mais automobile aussi. Donc, c'est 3 millions de véhicules qu'ils exportent dans le monde par an. Donc, c'est pour dire qu'il faut savoir, on ne peut pas parler, c'est vrai. Je me souviens qu'on était en train de discuter off-record. On a dit, oui, c'est vrai, lorsqu'on parle de la croissance économique au Congo. C'est une blague, vraiment. Bon, on le dit, bon, c'est vrai, on ne doit pas remettre en question les rapports, c'est que les gens disent. Bon. Mais les indicateurs sociaux nous prouvent le contraire. Toujours le contraire. Croissance à 2 chiffres. 42, mais les gens ne peuvent même pas 42% de nos enfants sont encore mal nourris. Et sont en retard de croissance. Ok? On est 164e pays sur 174. Donc, on dépasse que 10, on dépasse que 10 autres pays. Donc, moi, je me pose la question. Indice de pauvreté. Oui. Indice de développement humain. Ok, du capital humain. Ouais. Ok. Donc, moi, j'aurais voulu que Kamere nous dise comment il va faire. Oui, on parle de croissance économique. Ce qui est vrai, peut-être. Mais les revenus de cette croissance sont accaparés par une minorité. Et c'est ce que nous ne voulons pas. C'est ce que... Effectivement, nous avons... nos ressources sont en train de croître, mais c'est une minorité qui s'en accapare. Tout à fait, ça ne se fait pas sentir. C'est pourquoi les rapports de FMI peuvent dire que non, l'économie congolaise est en train de croître. Effectivement, elle est en train de croître. Mais les retombées ne se font pas sentir dans le quotidien de Congolais. Voilà. Alors moi, je dis, il faut plutôt qu'on parle... Comme Gabi l'a dit, il a dit quelque chose de très important. C'est-à-dire qu'il ne faut pas confondre croissance économique, qui est purement, je dirais, technique, au progrès économique. Progrès. Hein? Parce que lorsqu'on parle de progrès économique, c'est la réalité de l'homme. C'est tout à fait. Ça veut dire que c'est les revenus réels de l'homme. L'augmentation de ses revenus réels. Et ça se fait sentir sur son pouvoir d'achat. Et ça, aucun officiel congolais n'est dit aux Congolais. Nicolas Kazadi a parlé avant-hier ici. Il n'a pas dit ça. Un économiste, mais il est censé connaître ça. Mais il a seulement vanté au nom croissance économique. Mais c'est le progrès dont on a besoin. Le progrès économique. Même quand on parle de croissance économique, on essaie comme de fouiller. Non, la croissance économique, c'est quoi? La croissance économique, on regarde la quantité du travail qui a été produit, la quantité de capital qu'on a produit, mais les progrès les emplois créés. Les emplois créés et le progrès technique. Parce que le progrès technique, grâce au progrès technique, qu'est-ce qui arrive? On fabrique des outils qui vont réduire la pénibilité du travail de l'homme. Et c'est comme ça que aujourd'hui, par exemple, d'autres nations ont vaincu, par exemple, la faim. Parce qu'on est parti de l'étape, je ne sais pas moi, primaire, et là, l'agriculture a été motorisée. Là où les mains humaines peuvent cultiver que 100 mètres, un tracteur peut faire 100 hectares. Et plus il y a de produits sur le marché, moins le prix diminue. Bien sûr. Tout à fait. Donc, c'est ça. C'est la loi de l'offre et de la demande. La loi de l'offre et de la demande. Donc, tout ce que Kaber est en train de dire là,
Moi, Bon, il dit que il va le taxe zéro aussi, c'est. mais c'est juste pour l'importation de maïs. De maïs. Comment non, mais il faut le suivre. Taxe de zéro pour les agriculteurs. C'est comme si nous, on s'attendait. Bon, il dit qu'il va faire, il va commencer à faire ses conférences de presse sur la redevabilité. Peut-être, bon, il n'a fait qu'un mois. On ne va pas lui prêter de mauvaises intentions. Ouais. On va le voir. Mais, connaissant l'homme, comme Gabi l'a dit, qui a bu boira, Voilà. nous, on a peur. Et moi, Les Congolais ont peur. Et moi, j'ai lu, hein. Moi, je lus, parce qu'il faut aussi écouter. Les réseaux sociaux aussi sont aujourd'hui une source d'information. C'est vrai qu'il y a des fake news, mais il y a aussi des informations qui sont. Il n'y a pas de fumée sans Alors, feu. moi, quelqu'un qui me dit, moi, j'ai lu quelque part, on dit, mais oui, c'est vrai. Il dit qu'on. Donc, le 1 milliard qui seront alloués pour l'achat, l'importation du maïs, 600 millions. Donc, on va le diviser en deux. Subventions et pour les achats des intrants. Alors, quelqu'un qui a dit, mais subitement, on sait que sa femme est productrice de maïs. Alors, c'est ça aussi la question qu'on va se poser. C'est pour bourrer sa femme de fonds publics. Parce que on veut voir clair. On n'attaque personne, mais il s'agit de notre argent. Oui. Vous savez, cette histoire de 100 jours. J'ai mal quand je vois qu'il y a eu un juge qui est même mort. Okay? Vraiment. Il a laissé sa famille. On a vraiment cru qu'il y aura quelque chose, que ça allait produire quelque chose. Et du coup, Kamer, il a été acquitté. C'est un acquittement. L'argent s'est envolé en fumée. C'est ça. Moi c'est le fait, ce n'est pas que Kamer soit acquitté. Si la justice a mené ses enquêtes et qu'on a dit que c'était pas lui, mais qu'on nous dise qui est le coupable. Alors qui où est parti l'argent? Oui. Parce que Kamer, il a des comptes à rendre aux Congolais. Bien sûr. Ok. Aux Congolais en tout cas. Si il est acquitté. Parce que c'est lui qui gérait cet argent. Oui, c'est lui qui il fallait qu'il nous dise. Voilà pourquoi aujourd'hui on va être très sévère à son égard. Voilà pourquoi aussi on est dubitatif à son égard. Parce qu'on se dit, ce monsieur, c'est vrai, il a toujours de bons projets, il a des belles paroles, mais sur le plan concret comme ça, il n'y a rien. Il n'y a rien. Aucune maison est sortie de la terre. De la terre. Aucune. Et mais c'est comme des choses graves. Mais après on apprend que on aurait mis $1 million sur le compte des enfants, des petits enfants qui ont 24-25 ans et qui se retrouvent comme ça millionnaires sans avoir fourni aucun effort. Aucun effort. Et moi je suis contre cette parce que le papa a des millions. Tout à fait. Et papa a des millions qui n'a même pas travaillé. Hein? Voilà. Ce n'est même pas l'argent qu'il a pris comme fruit du travail non, fait. Non. On sait comment... Carrément détourné. Et tout à fait. C'est ce que je dis lorsqu'on dit que la croissance, là, les fruits de la croissance économique confisqués par une minorité, que nous, on ne doit pas avoir honte de dire, on ne doit pas avoir si peur de citer. Ce sont nos dirigeants et toute personne qui a accès à l'argent du trésor public. Et ça, ce n'est pas normal. Voilà. Ça, ce n'est pas normal. Voilà. Donc, Kamer, que ne viennent pas nous jeter la poudre aux yeux, qu'ils ne viennent pas nous enfumer. Nous voulons qu'ils nous disent des choses concrètement. Oui, c'est vrai, il y a crise de maïs, mais comme vous avez dit, demain, lorsqu'il n'y aura pas de manioc, demain, lorsqu'il n'y aura pas de plantain, donc, il faut savoir produire ce que nous consommons et consommons ce que nous produisons. Voilà. C'est comme ça que la Chine a fait, c'est comme ça que le Brésil a fait, c'est comme ça que même ici la Grande-Bretagne a fait. On ne va pas produire des choses qu'on ne mange pas. Vous n'allez pas demander aux Britanniques de produire par exemple le plantain, alors qu'ici ils ne mangent pas le plantain. Ils ne mangent pas le plantain. Vous n'allez pas leur demander de produire le manioc. Et puis, savoir aussi transformer cela, donner une valeur ajoutée. Ajouter à ça. Ouais. Oui. Moi, je crois, je ne sais pas si vous avez quelque chose à ajouter, parce qu'on s'achemine. Effectivement, je suis d'accord avec ce que Maman Gisèle venait de dire. Il faut seulement réaliser. Et je pense très bien que Kamer était parmi les concepteurs de ces fameux projets de 145 territoires. Mais il était en dehors là. Non, mais c'est un projet qui a été commencé bien avant. Il a toujours appuyé. Il pouvait être les concepteurs de cela. Ils sont en train de sortir de l'ère comment on dit, carbone.
De les réserves. De les réserves, voilà. Ça, ils mettent là-bas. Donc, c'est des cartouches. Des cartouches. Ils rechargent à chaque fois. Non. Lorsque l'arme se retrouve. Pourquoi je dis ça? Ça, c'est Parce la mafia que- congolaise. Parce ça. que la méthodologie est la même. Vous savez, dans le cadre du développement, on doit consulter tout d'abord, c'est-à-dire on dit toujours il faut mettre l'homme au centre. C'est Exactly. l'homme qui est au centre du développement. Quand vous voyez un leader qui va vers la base pour demander comment devons-nous faire, ça c'est quelqu'un qui veut un changement. Pourquoi? Parce que le changement ne peut pas venir. Je peux être ici. D'en haut pour... Vous me demandez que je donne l'idée comment résoudre les problèmes des communes de Kinshasa. Je ne saurais pas. Ça fait plus de 20 ans que je n'ai pas été là-bas. Même si je suis expert en quoi. Je vais demander comment devons-nous faire. Et moi, je peux être un expert pour dire, ah, c'est ça. J'ai les données, j'ai dit, ah, faisons ceci, comme ça on va réussir. Mais tous ces projets sont des territoires des Camers. Au nom, alors, on va mettre chaque gouverneur, on dicte au territoire ce qu'ils doivent faire. Au lieu de dire que les territoires nous ont dit, il y a des consultants. Je n'ai jamais cessé, oui, même si le maréchal Mobutu n'appliquait pas à la lettre cela, mais j'aimais cette méthodologie. J'ai toujours dit que non, si on doit suivre un modèle, il consulter. Même si dans le cadre politique, il vous consulte, il reçoit vos avis, maintenant il décide. Pour le bien de sa politique, il y avait toujours des consultations. Une consultation permet que le leader ou celui qui est tenté de coordonner, de savoir, il a toutes les données. À partir de ces données-là, il peut dire que non, faisons ceci, faisons cela, ça va réussir. Mais Kamer, qui l'a dit que maintenant, on a besoin d'un problème de... Mais il s'est dit, il a fait l'économie rurale. Lui, il connaît tout. Il n'a pas besoin de poser la question à quelqu'un. C'est pourquoi il sait qu'il connaît et il veut démontrer qu'il connaît, qu'on lui fasse confiance. C'est une connaissance. Et il va changer les choses. Excuse-moi, c'est ça quand même, non? Véron, de t'interrompre. C'est ce que je dis. Ça, c'est une connaissance livresque. Voilà. Quand est-ce qu'il a quitté l'université? Ça fait plusieurs années. Plusieurs. Les théories évoluent, ok? Oui. La science évolue. Ouais. Est-ce que Kamer, il a le temps? Bon, c'est vrai, on dit qu'il est en train de préparer son PhD, ce que je ne conteste pas. Mais seulement, est-ce que le mal, chez nous, par exemple, au Congo, lorsqu'on a fini l'école, c'est fini. On ne remet même pas à jour, on ne fait pas le update. On ne fait pas la mise à, comment on dit, mise à jour de Mise à notre... jour. Oui, on ne fait pas ça. Donc, Mais même on si... continue seulement à brandir le diplôme. Oui, on continue seulement à brandir le diplôme. Ouais. Et avoir une connaissance livresque. Hein? Toi et moi, nous avons fait l'école du journalisme. Ok. On nous a, par exemple, dit les 6 questions de référence. Qui a fait quoi, quand, où, comment. Mais après... Avec quel effet? Mais quand tu écris, hein, par exemple, quand tu expliques à quelqu'un... Ça, on nous dit les golden, qui a fait quoi quand, hein, who, what, machin, comme on dit en anglais. Mais en pratique, est-ce que tu vas commencer à se poser des questions? Où est le qui, où est le comment et tout? Mais quand je dis, aujourd'hui j'ai vu Gabi, on a parlé à ce sujet de... ce sont les 6, ce sont ces qui... Tout est là, les questions, les réponses sont déjà là. Donc, et puis toi, tu les alignes seulement. Effectivement. Oui. Donc c'est ça. Parce que là, on te dit, la pratique, la théorie te dit, oui, lorsque tu veux donner une information, il faut dire qui a fait quoi, quand, comment et où, mais tu ne vas pas poser où est le qui. Non. Ça te permet de comprendre comment tu vas agencer ton idée. Et quand voilà pourquoi tu écris ton information, c'est automatique, ça te vient comme ça parce que ça devient ta vie, ça devient toi. Mais tout à fait, mais parce que tu as mis ça en application. Ouais. Mais il y a d'autres personnes qui, malheureusement, ils ont du mal, hein? Qui ont fait... Ils commencent à poser des questions. Qui est qui ici? Qui est qui? C'est quoi? C'est quoi? Et tout. Non, mais c'est ça. Non. Mais, tu vois? Ouais. Allez-y. Le plus grand problème... Là, c'est entre deux journalistes. Oui. Le plus grand problème, c'est que vous ne pouvez pas prendre ta propre expérience et penser que ça va être praticable partout. C'est ça le problème. Vous savez, les grands chercheurs, quand ils se mettent, ils vont te dire que non. Je passe tout le temps, d'ailleurs, même les 2 jours qui viennent ici, j'étais à Newcastle University dans une grande conférence. Ce sont des éminents professeurs. Mais ils descendent sur moi en termes de mener question. Moi, je dis, prof, moi je crois qu'il dit ça. Il dit non, Gabi,
c'est toi qui es sur terrain. Voilà. Moi, j'ai la Ils théorie. ont besoin Mais de toi. Moi, je l'explique. C'est Maintenant, toi qui leur donne la matière. Maintenant, ils vont monter au niveau scientifique. Juste pour ajouter quelque chose. Voilà pourquoi il y a des think tanks. oui, Think tank. c'est ce que nous Pourquoi il y a- avons toujours dit. Nous avons il y a- toujours pourquoi il y a prôné des ça think pour le tanks? Congo. Quand Kamere dit, voici ce que je fais, est-ce qu'il a un think Est-ce qu'il a ces même les données? Il a même, est-ce qu'il a, il a un groupe de travail, de recherche, parce que il y a des think tanks, Voilà. hein, qui sont dédiés juste pour essayer de trouver des solutions, hein. Think tank, non, en français, machine à penser, Oui, hein. les Le groupe de ouais. groupes Oui, de recherche ou groupe quoi? de recherche, oui, mais si je dis littéralement, think tank c'est une machine et think c'est penser, tu vois, c'est leur rôle. Mais venir dire Groupe de réflexion. et vous allez voir que par exemple comme groupe de réflexion. ici on va dire par exemple quand les Tories ils ont leur pôle ici, mais ils vont dire que ces pôles ici a été développé par leur think tank. Oui. Ou les Labour ils ont dit voici ça a été développé par un think tank. Et même pour l'appliquer, il y a ils un vont vrai. maintenant dire que non, ça, c'est ce que vous avez dit. Est-ce que si ça s'est fait à Newcastle, c'est pareil, à Glasgow, c'est pareil. C'est-à-dire déjà la structure sociale, économique change par Voilà rapport pourquoi il y a à devolution des ici dans individus, ce pays. à des cultures, nous devons pousser. Nous ne remettons pas à cause les études des caméras, mais ici, si on fait le la méthode. mais il faut la aller. méthode. Parce que tu peux dire, tu peux avoir l'idée que non, voilà, je connais la faune du Maniema et tout ça, si on cultive les riz et tout ça. Mais Descends sur le terrain. arrivez là-bas, demandez comment vous arrivez À cultiver votre riz. Quand ils vont vous dire, ah, c'est ça cette méthode que vous utilisez, et comment vous attrapez, quelles sont les difficultés. En étudiant comme ça, vous pouvez quand même maintenant émettre des avis. Mais tu es seulement à Kinshasa, tu te dis directement, dans toutes les provinces, aujourd'hui c'est ça. Peut-être que ce n'est pas un problème de fisc là-bas, c'est juste un problème de subventionner quelques cultivateurs. Ouais. Et leur donner des outils du Des Des travail. outils du travail. Même des semences, c'est parfois qui manquent parce que les gens bouffent. Oui. Alors, c'est ce que nous disons. Moi, je crois très bien que Kamere doit prendre le temps. S'il veut être grand, il a évolué aux côtés de Mobutu. Kamere a été avec Mobutu, a été avec Mouzé. Kamere devait s'inspirer. Mouzé, avec ce qu'il a fait Kanyamaka, c'est ce qu'aujourd'hui le président Félix a repris. Mais Kamere était là, il a vu. Mouzé a dit que non, nous devons faire ce champ ici. Et ce champ va nous rapporter tout ça. Kanyamaka, c'est déjà du temps de Mouzé. Et il avait aussi réserve stratégique. Acheter chez les cultivateurs les riz qu'on a dans chaque province. Pour prévenir le cas de crise. Oui, pour le cas de crise. Pourquoi ne pas faire dire que non, Bandoul, le gouvernement commence à acheter vos maniocs qu'on sort, bas Congo et tout ça, on stocke. Au cas de crise, on peut vendre pour ne fût-ce qu'alléger la misère Et puis même quand Kamere veut se vendre seulement à partir de... C'est comme un opportunisme. Hein. L'homme est en train de passer pour un opportuniste. Il a certainement... Il est en train de récupérer cette fameuse crise du maïs là. Mais à Kinshasa, là où il siège, là où il y a ses bureaux, mais les gens ne mangent pas. Il y a la crise à Kinshasa. S'il y a des gens qui meurent de faim, c'est à Kinshasa. Ouais. Lui, ministre de l'économie, est-ce que... pourquoi il ne descend pas sur le terrain pour savoir comment il peut résoudre la crise qui est à Kinshasa? Les gens ne mangent pas, il n'y a rien. Est-ce qu'il a cherché à savoir c'est des produits qu'on peut importer ou des produits qu'il y a ici? Peut-être qu'il y a un problème de spéculation, de ceux qui vendent plus cher qu'il ne le fallait et tout. Résolvez ce problème. Moi, je crois qu'il y a un peu plus un problème d'opportunisme des camions. Oh, moi j'aime ça. Je saisis l'opportunité. Comme ça, je sortirai l'argent du trésor public pour... Parce qu'il ne voulait que 3 mois ou 4 mois. Pour des missions à l'extérieur, mais moi je crois, ce que vous venez de donner, c'est un exemple, papa, pour démontrer que les ministres devaient ne fût-ce que sa première sortie, de ça ne fût-ce qu'à Kinshasa, et aller contrôler. Mais Gabi et Véro, excusez-moi. Oui. Ici, ils vont par exemple, disons, s'ils vont à Ngandachika, qu'est-ce qu'il y a de plaisant là-bas? Eux, ils aiment la vie, non? Ils doivent boire du champagne, ils doivent loger dans des hôtels 5 étoiles avec jacuzzi, ils aiment la bonne vie. Si vous leur demandez d'aller, je ne sais pas moi, à Bassan Koussou,
et ils n'écouteront que la musique de Alors qu'ils sont ministres non, des mais débats. Mais aller en Afrique du Sud, non, mais ça leur... aller en Afrique du Sud, mais tu c'est- sais que il va loger à Hilton. Ouais, mais c'est parce que c'est des jouisseurs, c'est des gens qui aiment la bonne vie, c'est ça. Donc, ne vous étonnez pas, ils sont allés en villégiature. Moi, je les insulte Voilà. pas, mais c'est ça la réalité. Hein? Les dépenses ne sont même pas rationnelles, elles sont même pas... Même 1 milliard 200 Ce 000. sont parlés du Une peuple. fois, lorsque je suivais Alain Foucault, toujours, lorsqu'il dit que il a parlé à ma tante Ampoyo, il a dit, hein, les 1 milliard qu'on avait dépensé pour les élections. J'avais les chiffres. On pouvait acheter, je crois, 10 avions Airbus. On pouvait construire plus de 400 écoles. On pouvait butiner les routes. Il y avait beaucoup de choses. Je me rappelle plus de toutes les statistiques ou de toutes les données qui ont été que Alain Foucault avait fait allusion. Mais la prochaine fois, peut-être d'une autre occasion, je vais aller me revoir encore mes notes et je viendrai avec ça. Moi, tout ce que moi je peux dire, parce qu'on tend vers la fin de l'émission, c'est que moi, je pense qu'il faut que Kamer arrête avec la politique du sensationnel. Oui. Hein? Il faut qu'il arrête, qu'il ne prenne pas les Congolais pour des idiots. Voilà. Hein? Il y a des Congolais qui réfléchissent. Et parfois, bon, on regarde, on observe, parce que au Congo, il faut se dire, c'est une clique de cooptés. Hein? C'est des gens qui se cooptent entre eux. On ne sait même pas comment entrer dans le système. Oui. Ils sont là, ils font ce que Bourdieu a dit, la reproduction. Il ne faut qu'on se reproduise entre eux. C'est ce que M. Arthur Mamboua dit ici. Les il y a un système au Congo où c'est les mêmes qui se cooptent. Donc oui, c'est ça. Les jouisseurs et les médiocres et tous les gens immoraux se mettent ensemble et puis bon, ils se cooptent. Bon, il y a quelques exceptions, on ne dit pas tous. Hein. Et bon, évidemment, mais quand vous êtes, par exemple, si vous avez 10 oranges pourries contre 2 qui sont bien portantes, ça veut dire que elles seront... Ou parfois, bon... elles ont du mal à se développer. Donc, Monsieur Kamere, ce que nous on attend, c'est de voir l'amélioration de conditions de vie de Congolais. Qu'on apprenne que les paniers de la ménagère en tant que ministre de l'économie en tout cas effectivement a évolué, que c'est amélioré, qu'on a créé des emplois, qu'il y a beaucoup de jeunes qui finissent l'université aujourd'hui et qui sont au chômage, ils passent leur temps au coin en train de jouer au jet de dames. Tout à fait. Et tout ça, ce n'est pas bon. Nous, ce qu'on voudrait, qu'ils nous disent, qu'ils nous apportent des choses, des solutions concrètes, qu'ils ne viennent pas nous détaler, nous étaler plutôt ces connaissances livresques, qu'on n'en a pas besoin. Voilà. Mais écoutez, avant qu'on arrive à la fin, à boucler cette émission, à boucler la boucle comme on dit, j'aimerais quand même qu'on revienne à la case départ. L'agriculture a été un slogan du président Tshisekedi quand il parlait de la fameuse revanche du sol sur le sous-sol. Mais si le président Tshisekedi avait commencé avec l'agriculture au premier jour de son mandat, est-ce qu'aujourd'hui, le Congo ne serait pas inondé de produits agricoles 4 ans après, ou 5 ans après pratiquement maintenant? Non, mais parce qui est vraiment responsable? Est-ce que le problème du manger du Congolais, c'est un problème impossible? Parce que ça paraît comme quelque chose d'impossible, que comment on va faire et tout ça. Mais pendant 4 ans, si vraiment on faisait l'agriculture comme priorité des priorités, on finance l'agriculture et tout ça. Donc, qui est condamné aujourd'hui? Moi, je crois qu'il faut revenir vers Fachi, qui a brillé par des slogans, alors que ça, c'est la clé. La clé, c'est ça qui ferait son bilan. Il dit, je vous ai donné à manger, en tout cas les Congolais. Et si les Congolais parvenaient seulement à manger, je crois que ça serait un tapis rouge de Fachi à ces élections. Ouais. Je ne sais pas, aujourd'hui on parle de Kamere, mais allons un peu à la source des choses. Mais moi je crois que c'est le président Fachi lui-même qui a laissé tomber les Congolais. Moi je crois. Si en fait, moi personnellement, je parlais de Kamere par rapport à la crise du maïs. Ouais. Mais si on parle de l'ensemble, l'agriculture, oui, la faute c'est au président. Oui. C'est-à-dire que... Nous sommes même un pays à vocation agricole. Mais lancez-vous à l'agriculture. On n'a même pas navigué à vue, on a tâtonné. Alors tâtonner. Ouais, tout le mandat n'a été fait, ce n'était que du tâtonnement. On essaye ceci, on essaye cela. C'est comme si on n'avait même pas eu de feuille de route. Et on parlait l'autre fois, pas de plan. Ouais, non, mais c'est ce que je dis, feuille de route. Feuille de route, tout à fait. Clairement, ça c'est le mot. Et puis, deuxièmement, il y a eu ces problèmes, tout le monde était
courait vers l'enrichissement. Voilà. Et vous savez que Voilà. la politique aujourd'hui au Congo, c'est l'échelle la plus courte pour devenir riche. Ouais. Donc chacun a voulu se servir. Mm. Chacun a voulu se remplir le poche. Donc cette course vers l'enrichissement personnel a fait que le président et son entourage, je dirais, ont raté la trajectoire et les conséquences aujourd'hui se C'est faux, font ça dit, sentir. au point qu'on commence à aller quémander des maïs à des pays comme la Zambie. Exactement. C'est le président de la République qui devait en avoir honte, je crois. Effectivement. Oui, Hein? oui, effectivement. J'ai salué quand même la prise de position du président qui a reconnu que certains de ses compatriotes lui ont reproché de son approchement à la communauté de l'Est africaine. Comment on l'appelle la cause? East African Community. Il a quand même reconnu, mais il s'est dit que non, le problème n'a pas commencé par notre approchement dans cette communauté-là. Le problème a commencé quand nous avons accueilli. Au moins, il a reconnu que les Congolais sont en train de lui reprocher. Donc, c'est de merci. Il faut s'entourer des gens qui comprennent ta vision pour l'implémenter. Vous savez, Est-ce que le président Tshisekedi en avait une? That's the question. Une vision du Congo. Non, mais dites directement, il dit que non. Il n'a fait que, je viens de dire qu'il n'a fait que des slogans. Parce qu'il le répétait. Oh, revanche du sol sur le sous-sol. Revanche. Quand tu dis ça, mais c'est en application. Non. Mais on attend à gauche, on ne vole que des millions. 500 millions, 700 millions. Oui, ces millions-là, mettez ça dans la... Non, laisse-moi quand même là, le défendre. Parce que la vision, ce n'est pas... Vous défendez le président Tshisekedi à ce niveau. À ce point, non, parce que la vision... Je vais dire ce que non. Le président Tshisekedi n'avait pas de vision. Non, la vision n'est pas quelque chose... J'entends souvent même, je suis chrétien, oui. Des fois. Je sais que j'entends les gens, okay. les gens disent que non. Moi j'ai une vision. La vision, c'est quoi? Tu regardes et dis que non. Moi... Là, tu fais allusion à la vision... Mais c'est ça la vision. Maintenant, bon, ok, vas-y. La conclusion, il a dit qu'il veut faire de l'agriculture la priorité des priorités. C'est déjà une vision. Oui. Maintenant, il faut s'encadrer et dire que non. Comment je vais l'implémenter? C'est ce qu'il manque. Il n'a rien fait. C'est comme il avait dit que non. Je ferai des Congolais des millionnaires. Mais nous voyons qu'il va créer une classe moyenne. Non, mais il y a des Congolais, effectivement, il a fait des millionnaires. Des millionnaires de Caméré. Une minorité. Mais c'est ce que nous disons. C'est ce que nous disons. C'est ce qui mais nous manque. les millionnaires de voleurs. Mais c'est ce que je dis. Mais c'est pas une ironie que je dis. Je t'ai compris. Il a dit qu'il a fait des millionnaires. Effectivement, il a fait des millionnaires. Mais c'est ce que lui manque. Quand il disait, je ne pense pas qu'il disait que c'est son entourage qui doit bénéficier de ces choses. Non, mais lui parlait d'une classe moyenne. Son entourage a capté que Banamaï, ça c'est l'isolo Otokabola. Non, vous ajoutez même ce qu'il avait dit, parce que le président a dit, il comparait quand il disait il ferait des Congolais les millionnaires, il comparait les Congo à l'Allemagne. Middle class. Oui, que moi j'ai eu le temps de suivre. Le président Mobutu qui avait fait presque la même chose parce que le président est allé apprendre l'Allemagne, comment l'Allemagne avait créé la classe moyenne. Je disais, si le président a cette idée-là, c'est bien. Mais ce que j'ai retrouvé, qu'il lui manquait les moyens de la concrétisation de sa vision. Et cela demande que tu saches... Le président manque le moyen. Oui, mais c'est-à-dire comment tu dois choisir. Pas les moyens, il a des collaborateurs. Pas les fonds. Non, il a des collaborateurs. Et c'est lui qui a la décision. Tu dois avoir des bons collaborateurs capables d'implémenter cette vision. C'est ça le problème. Donc, lui aussi, demain, va dire comme Kabila que il me manque 15 personnes pour développer le Congo. Je pense qu'il le dira bien. Ah bon? Et je vais clôturer avec, parce qu'il s'agissait je l'appelle Mukubwa comme en Swahili. Pourquoi Kamel doit comprendre? Commencer par Walungu. Walungu, demander chez lui. Demander qu'est-ce que les gens de chez toi à Walungu t'ont dit comme leurs besoins. Et non pas dit que je sais qu'à Walungu nous ferons ceci. Ça, ce n'est pas de développement. Allez demander Walungu quels sont vos besoins. Parce que le développement, c'est à partir des besoins des gens. Demandez qu'est-ce que les gens de Walungu t'ont dit comme besoin. Et à partir de cela, maintenant, tu vas venir avec la théorie de tout ce que tu as appris en économie rurale et tu vas implémenter. Mais tout ce que tu es en train de dire là, tu es à côté. Que les Congolais maintenant ont compris que tu es là juste pour chanter. Et je n'aimerais pas quand même te comparer
à mon frère Mende qu'on l'a publicité. Le Tchako national. Ah, voilà. Non, non, tu dois nous dire ce que nous devons comprendre. Tout à fait. Gisèle Osambia, on s'achemine vraiment tout droit vers la fin de cette émission. J'aimerais que tu donnes ton mot de la fin, en tout cas en guise de conclusion à cette émission. Vraiment, je veux que ça vienne de... Bon, je vais aussi donner un peu... Toi aussi, après toi, tu veux te donner un mot de la fin pour qu'on clôture en beauté cette émission. Le mot de la fin, ce que moi je dirais, c'est que il faut que nos dirigeants soient responsables. Si nous voulons être respectés, nous devons commencer par nous respecter nous-mêmes et aussi refléter l'image que nous sommes respectables. Okay? Qu'on arrête de penser à nos poches, qu'on arrête de penser à notre ventre. Aujourd'hui, le président Félix, il est allé en Chine, frappé à la porte. On va peut-être signer, vous avez dit, on a signé des protocoles. Il faudrait, mais il est vraiment temps qu'on mette le Congo au centre de nos préoccupations. Qu'on essaye de comprendre que on est heureux que quand son voisin est heureux. Je me pose toujours la question, nos dirigeants, comment ils arrivent à fermer les yeux lorsqu'ils apprennent que quelqu'un est mort tout simplement parce qu'il lui manquait une aspirine. Plus vous êtes entouré de pauvres, moins vous êtes en sécurité. Plus il y aura des gens qui pourront manger à leur faim, pourront scolariser leurs enfants, pourront avoir un salaire décent. L'emploi déjà. C'est ça. Il y aura des emplois, plus ce pays sera sécurisé. Donc, c'est pour ça que nous avons des Koulouna qui battent le record. Et même ce qui se passe à l'Est, c'est purement économique. C'est vrai qu'on dit que Kagame est là, mais il y a aussi d'autres Congolais qui sont aussi complices parce que ils font le commerce de la guerre. C'est la débrouillardise. Non, pas la débrouillardise. Il y a des gens qui se sont engraissés, qui ont eu beaucoup d'argent avec cette histoire. Voilà pourquoi même ils combattent l'état de siège, parce que on a fermé le robinet. Il faudrait qu'on arrête avec cette façon de faire les choses, qu'on soit responsable, qu'on reflète l'image que nous sommes des gens respectables, mais des gens honnêtes aussi. Donc, tout ce que moi je peux dire, c'est ça. Et que aussi, nous, le peuple, nous devons être aussi exigeants à l'égard de nos dirigeants. On ne peut pas comprendre que on ne peut pas laisser tout, on ne peut pas adopter cette attitude de laisser faire, où quelqu'un vient, il vous nargue, parce que Kamer n'a même jamais demandé pardon aux Congolais. Ok, même si c'est vrai qu'il a été acquitté, moi j'aurais voulu qu'il dise, bon c'est vrai, il y a eu des choses qui se sont passées, peut-être que j'étais innocent, voici ce qui s'est passé. Ça aurait été une manière de respecter le Congolais. Donc tout ce que moi je peux dire, c'est ça. Merci Madame Gisèle Osambia. Je me tourne vers vous, M. Gabi Kitoko, notre consultant. Si vous pouvez donner votre mot de la fin pour clôturer en beauté cette émission. Le mot de la fin, c'est dire que, premièrement, au président de la République, je crois que j'ai compris que vous êtes un bon auditeur de tout ce que disent les Congolais. Et nous saluons cela. Mais ne vous arrêtez pas seulement à nous écouter, revenez aussi à nous demander comment devons-nous changer ces choses. Je ne veux pas que quand vous attendez les Congolais, vous regardez seulement quelques Congolais ou les conseillers qui sont tout autour de toi. Comment allons-nous résoudre ces problèmes? Non, non, la réponse viendra même de ceux-là même qui t'ont posé la question. Retournez aux Congolais, demandez comment devons-nous faire. Avec les gens qui vous entourent, vos collaborateurs, ce sont des experts qui peuvent dire, ah, voici la méthodologie. La méthodologie appartient aux collaborateurs, mais la réponse ou la solution au problème revient toujours aux gens qui posent des questions, donc qui sont les Congolais. Nous saluons cette visite en Chine et nous espérons très bien que cette fois-là, le Congo sortira gagnant et les Congolais seront au centre de tous ces accords-là, parce que nous voulons nous retrouver. Nous ne voulons pas vivre ce que nous avons vu. La Chine devient un État dans un État chez nous. C'est inadmissible. Donc, pour cela. Pour ce qui est de monsieur le VPM de l'économie, M. Kamer, bon,
il y a un temps quand même, c'est tout. Au lieu de rester dans des combines politiques, et nous voulons bien que la matière grise que tu as pris aux études, que tu essayes aussi de mettre en pratique en écoutant, en ayant les besoins des gens. Pas juste je sais ce que vous avez besoin. Non, 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 non. Ce n'est pas la bonne manière de gérer les gens. Il faudrait demander qu'est-ce que vous pensez. Aller vers la base. Vers la base. Et la base te propose et toi, tu maintenant dis, ok, j'ai répondu à votre demande. Ça serait la même chose. La meilleure des choses. Voilà, c'est tout ce que je pouvais dire pour aujourd'hui. Tout à fait. En tout cas, c'est à ces genres de conseils que nous bouclons la boucle, comme on dit. Et nous voulons seulement interpeller encore une fois ceux qui gèrent les finances de l'État, que nous avons appris là que Kamel est en train de demander incessamment qu'on puisse mettre entre ses mains 1,2 milliard pour qu'il puisse concrétiser son projet qu'on vient de décrire ici. Moi, je crois qu'il faut ouvrir l'œil et le bon. L'IGF, le ministère des Finances que dirige M. Nicolas Kazadi, et pourquoi pas la présidence, parce que les Congolais ont été blessés et ils ne veulent plus être blessés pour la seconde fois. En tout cas, les mains des Kamere ont prouvé qu'elles ne sont pas les bonnes mains sur lesquelles on peut mettre de l'argent. En tout cas, c'est avec ces petits mots que j'ai pu interpeller, avec lesquels j'ai pu interpeller les autorités congolaises. J'insiste sur l'argent des Congolais. Hein, les Congolais ont déjà perdu des millions comme ça. On ne voudrait plus des milliards. Alors on ne voudrait plus qu'on en perde d'autres. Et si on ne voit pas clair, qu'il y ait une commission pour gérer ce projet de Kamere, qu'il y ait quelque chose, en tout cas une organisation autour de Kamere, surtout même l'IGF, gérer le premier franc au dernier franc. Si vous ne pouvez pas le faire, s'il vous plaît, laissez ce projet en veilleuse. Et puis bon, on va se débrouiller après le mandat, après lors du nouveau mandat. En tout cas, nous avons dit ici, nous avons fini. C'est avec plaisir que je recevais encore une fois. Gisèle n'est pas une invitée dans cette émission. Gisèle est en train de co-animer l'émission avec moi comme journaliste. Et puis notre consultant qui est toujours là, fidèle au rendez-vous. Et nous avons été tous là, l'équipe de Choc, pour vous présenter cette émission. Et vraiment, tout le plaisir pour moi. Et nous vous retrouvons, en tout cas, le vendredi prochain, pour alors entrer en détail dans ce voyage du président de la République en Chine et surtout parler du contrat chinois. Merci beaucoup. En tout cas, à la fois prochaine. Merci. Merci. Merci.